Un grand merci pour votre fidélité. Jacques Aristide avec vous. VOA Afrique vous présente un forum citoyen virtuel dans le monde aujourd'hui, entièrement consacré à la pandémie du nouveau coronavirus. Depuis son apparition en Chine en décembre dernier, le Covid-19 continue de progresser dans le monde. Plus de 2,5 millions de personnes sont contaminées et environ 175 000 morts. En Afrique, plus de 22 000 cas ont été diagnostiqués, dont au moins 1 200 décès. Quatre invités, 4 médecins pour répondre à vos questions. Docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince George, dans l'État américain du Maryland. Docteur Brice Bikaba, médecin épidémiologiste, membre de l'équipe anti-coronavirus au Burkina Faso. Le professeur Aristophane Tanon, chef de service adjoint du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU, centre hospitalier universitaire de Trècheville, en Côte d'Ivoire. Également membre de l'équipe qui combat le coronavirus dans son pays. Et le docteur Roger Etoa, spécialiste de santé publique au Cameroun. Il nous rejoint de Douala. Pour aborder la question des traitements et vaccins, nous nous rendons au Burkina Faso. Nous tendons le micro à Muriel Kielem, 24 ans, étudiante en économie de l'environnement et du développement durable. Actuellement, ma principale préoccupation porte sur la mise en œuvre d'un vaccin pour lutter contre cette pandémie. On remarque qu'avec certaines maladies, on a eu à élaborer des vaccins à titre préventif avec les anticorps des personnes déjà guéries de cette maladie. Pourquoi n'arrivons-nous pas à mettre en place un vaccin pour prévenir la pandémie? Docteur Konaté, que pouvez-vous répondre à Muriel Kielem? Bonjour Muriel, merci beaucoup pour ta question. Voilà, il faut savoir que pour développer un vaccin, c'est pas si simple que ça. Il faut du temps d'abord. Le vaccin doit être conçu, il doit être d'abord testé sur les animaux, il doit être testé sur les humains, il doit être évalué, on doit voir l'effet clinique, l'effet que ça fait physique, et maintenant après, il y a toute une série d'approbations par les autorités médicales, pharmaceutiques, sanitaires du pays. Et après, le vaccin peut mettre maintenant, s'il est approuvé, c'est-à-dire s'il a une certaine sécurité sur la santé humaine, là maintenant on peut le commercialiser et voilà. Pour qu'il soit utilisé par les êtres humains. Et dans ce cas-là, il faut savoir que le Covid-19 a commencé en décembre 2019. C'est déjà un grand pas que la communauté scientifique mondiale pharmacologique soit mise sur pied pour pouvoir déjà commencer à mettre un vaccin sur pied. Ici aux États-Unis, par exemple, où je réside, où je travaille, je sais qu'il y a eu déjà des essais cliniques il y a quelques semaines. Les premiers patients ont reçu les premiers vaccins. Et donc maintenant, on attend maintenant de voir les effets. Je sais que quand on leur injecte un vaccin, il y a des prélèvements sanguins qui se font de manière périodique. C'est pour voir un peu l'évolution de la réponse immunitaire dans le sang. Donc, ils vont voir un peu comment ces patients sont en train de répondre et si ce vaccin vraiment peut être utilisé à grande échelle et de manière sauve sur l'être humain. C'est pour ça que ça prend du temps. Il y a seulement un professeur hier sur la télévision ici américaine CNN, il disait que si déjà d'ici 14 à 18 mois, on réussit à obtenir un vaccin déjà commercialisé, ça sera une très très grande victoire. Donc c'est pour dire qu'il faut du temps. On comprend l'urgence, on comprend que tout le monde est pressé d'avoir un vaccin, mais il faut aussi tenir compte aussi de la validité de ce vaccin aussi. Le fait que ce vaccin ne soit pas plus nocif qu'il soit utile. Donc je pense qu'entre-temps, avant qu'on on ait un vaccin viable qui sera prêt à l'utilisation à grande échelle. Donc, à ce jour, il n'existe pas de vaccin
ou de médicaments spécifiques. Mais des traitements font-ils l'objet d'études en ce moment, Dr Tanon? Oui, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Aristide. Oui, des projets de recherche sont en cours, en effet, sur les différents schémas thérapeutiques qui ont été expérimentés ici et là. Et en Côte d'Ivoire, on a plusieurs cellules de recherche, notamment le centre de recherche sur les maladies infectieuses et pathologies associées, qui travaille en étroite collaboration avec des universités étrangères ou des structures partenaires sur des projets spécifiques dans le cadre du Covid, et également l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui nous appuie dans la détection, mais aussi qui fait de la recherche par rapport à l'efficacité des schémas thérapeutiques qui sont utilisés. Et comme je disais tantôt, plusieurs traitements sont proposés. On n'a pas encore l'unanimité scientifique et donc plusieurs essais sont en cours ici et là, et en Côte d'Ivoire aussi. On essaie un certain nombre de schémas thérapeutiques en fonction du tableau clinique que présentent les patients. Docteur Bikaba, le Covid-19 n'a pas les mêmes effets en fonction des personnes, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il faut dire que cette maladie se manifeste différemment selon les individus. Et chez un certain nombre de personnes, elle va être asymptomatique. La personne porte le virus, mais ne présente aucun signe. Chez d'autres personnes, chez ces personnes qui sont asymptomatiques, généralement, il faut dire qu'ils représentent environ 80% donc, de ceux qui sont touchés par la maladie. Dans 20% des cas, on peut donc avoir donc, des signes qui peuvent être légers, avec une fièvre, des maux de tête, présentant donc une grippe. Et dans un certain nombre de cas, on peut avoir donc des formes sévères qui vont aller donc la détresse respiratoire ou donc à des complications avec des défaillances multiviscérales. Donc voilà un peu cette maladie qui se présente différemment chez les individus. Et la problématique ici, ce sont donc les porteurs asymptomatiques qui ne présentent pas donc de signes, mais qui seront en mesure donc de transmettre la maladie à d'autres personnes qui sont peut-être plus vulnérables qu'eux. Et là, c'est pourquoi c'est important de pouvoir donc identifier le maximum des cas pour pouvoir essayer donc de casser cette chaîne de la transmission et essayer donc d'infléchir les courbes qui ont tendance donc à monter durant donc ces dernières semaines. Oui. Alors justement, docteur Etoa, si je comprends bien, la majorité des individus ne ressentiront que des symptômes bénins ou modérés. Ça rend les choses très compliquées. Docteur Bikaba parlait d'infléchir la courbe. Donc les choses compliquées pour les gouvernements, pour les autorités, pour les individus, pour le corps médical, pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est exactement ça, c'est très compliqué. Vous savez, en ce moment, le monde essaye toutes les stratégies pour contrôler ce virus. Oui. Certains essayent le confinement, après d'autres essayent de laisser circuler le virus. Bref, c'est assez compliqué parce que on a il n'y a par exemple pas assez de tests. La plupart des pays, c'est un nouveau virus. La plupart des pays importent les tests. Il faut par exemple tester les individus. Et aujourd'hui, dans l'algorithme des tests, on privilégie par exemple ceux qui présentent des signes évidents. Et là, nous sommes déjà en aval de la prise en charge. S'il fallait contrôler, l'idéal contrôler l'infection, c'est de tester tout le monde. Et symptomatique, pas asymptomatique, et de pouvoir contrôler et de pouvoir maîtriser. Et si tout le monde présentait des signes, et évidemment, on pouvait, avec ou sans test, pouvoir rapidement prendre en charge tout ce monde. Mais c'est compliqué. À peu près 30% à 40% de la population qui est infectée par le coronavirus est asymptomatique. Et à peu près 30% également présentent des signes modérés qui peuvent être associés. Nous sommes en zone tropicale.
à une simple grippe, à un paludisme, à une autre pathologie tropicale. Et c'est seulement 5 à 10% des personnes qui vont présenter des signes graves. Et là, vous voyez, si on se concentre sur ces 5 à 10%, on aura loupé tous les 80 à 90% des populations qui se baladaient et continuaient à transmettre le virus au sein de la population. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les gouvernements, les autorités sanitaires de gérer tout ça. Mmh. Alors, de nombreuses rumeurs et fausses informations gravitent autour de la pandémie du nouveau coronavirus. Salwa Jafari nous démêle le vrai du faux. L'exposition au soleil ou à des températures supérieures à 25 degrés Celsius n'empêche pas la maladie du Covid-19. Vous pouvez attraper le Covid-19 peu importe le temps. Pour vous protéger, assurez-vous de vous laver les mains fréquemment et soigneusement et évitez de vous toucher les yeux, la bouche et le nez. Être capable de retenir sa respiration pendant 10 secondes ou plus sans tousser ni ressentir d'inconfort ne signifie pas que vous êtes indemne de la maladie. Une consommation d'alcool fréquente ou excessive peut augmenter votre risque de problèmes de santé. Le nouveau coronavirus ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques. À ce jour, aucune information ni preuve n'indique que le nouveau coronavirus pourrait être transmis par les moustiques. Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se propage principalement par des gouttelettes générées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue ou par des gouttelettes de salive ou des sécrétions nasales. La pulvérisation d'alcool ou de chlore sur le corps peut-elle tuer le nouveau coronavirus ? Eh bien, non. La pulvérisation d'alcool ou de chlore sur tout le corps ne tuera pas les virus qui sont déjà entrés dans votre corps. Sachez par contre que l'alcool et le chlore peuvent être utilisés pour désinfecter les surfaces. Le rinçage régulier du nez avec une solution saline peut-il aider à prévenir l'infection ? Non, il n'y a aucune preuve que le rinçage régulier du nez avec une solution saline a protégé des personnes contre l'infection. La consommation d'ail peut-elle aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus ? L'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve que la consommation d'ail a protégé les gens contre le nouveau coronavirus. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir et traiter le nouveau coronavirus ? Eh bien, non, les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les virus, seulement contre les bactéries. Le Covid-19 est un virus, par conséquent, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement. Cependant, si vous êtes hospitalisé pour le Covid-19, vous pouvez recevoir des antibiotiques car une co-infection bactérienne est possible. Oui, les fake news, les infox, les fausses informations. Et si je peux ajouter à cela, contamination via la consommation de nourriture chinoise ou à cause de colis envoyés de Chine, invention américaine. Rumeurs et fausses informations. Docteur Ternon, on l'a entendu également chez vous d'ailleurs. Il y a eu des incidents après justement de telles rumeurs, de telles fausses informations. Que pouvez-vous faire, vous, en tant que corps médical, pour combattre de telles rumeurs, de telles fake news, de telles fausses informations ? Alors, je ne sais pas si le docteur Ternon peut m'entendre. Oui, je vous entends, oui. Voilà, allez-y. Donc, réagissez à cela, les fake news, les infox autour du Covid-19. Oui. Alors, j'avoue que c'est un combat qui est très, très difficile à mener parce qu'on est dans un contexte de panique sociale et générale. Et les fausses rumeurs vont bon train. Justement parce qu'on a peur, on se dit que oui, et si on utilisait telle astuce, est-ce qu'on pourrait éviter la maladie ? Et donc, il y a tout et n'importe quoi, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, comme je le dis, ces nouvelles-là vont très vite. Et je pense que le documentaire ou le reportage que vous avez diffusé tout à l'heure traduit exactement la pensée donc, du corps médical. C'est corriger
là où il y a la fausse information. Mais bien évidemment, nous, membres du corps médical, on ne peut pas être partout à la fois. Et il est important que vous, les personnes de médias, soyez les porte-voix justement de ce corps médical-là pour assurer un relais vers les populations, vers tous les utilisateurs des réseaux sociaux pour rétablir la bonne information là où il y a l'infox. Et j'avoue que ça, c'est une lutte qui doit être quotidienne et permanente pour apporter vraiment la bonne information aux populations. Et je suis vraiment désolé qu'on dise que le fait de boire de l'eau chaude ou de l'eau bouillante pourrait empêcher le virus de se développer dans le corps. Et on ne contribuera en fait qu'à créer des dégâts collatéraux qui n'ont pas besoin de se manifester ici, de se présenter ici. Et donc, moi je pense que ce qu'on peut faire, c'est tous les jours regarder là où il y a la fausse information et rétablir la vérité. Mais ça nécessite des moyens, et ça nécessite des moyens aussi bien en ressources humaines qu'en ressources financières, mais nos gouvernants devraient aussi s'atteler à cela. Et je pense que ça fait partie des plans de lutte, les plans de riposte de la plupart de nos pays africains. C'est un combat qu'il faut mener au quotidien. Voilà. Disséminer l'information, c'est ce que nous tentons de faire ici à la Voix de l'Amérique. Disséminer l'information, docteur Bikaba, c'est très important. En fait, tout à l'heure, on parlait de toutes ces rumeurs et même on a entendu parler d'alcool, consommer de l'alcool, etc. Donc, vraiment, c'est très important donc, de faire passer l'information. Oui, il faut passer l'information, il faut faire de la communication sociale. C'est très important aujourd'hui. Mais ce n'est pas évident parce que les professionnels de santé sont d'habitude taiseux. Ce sont des taiseux qui sont extrêmement concentrés sur leurs activités professionnelles à l'hôpital. Aujourd'hui, ils doivent peut-être changer leur façon de faire parce que si la population n'a pas la bonne information, si on laisse le champ libre aux acteurs, aux marchands de fake news, et la situation sanitaire risque encore de s'aggraver. Moi, j'ai vu beaucoup de patients qui sont décédés, je crois 2 patients qui sont décédés du coronavirus parce qu'ils ont mis longtemps à la maison en prenant un certain nombre de potions traditionnels qu'on vantait sur les réseaux sociaux comme étant des traitements du nouveau coronavirus. Ah oui. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils étaient déjà en détresse respiratoire sévère et ça a été difficile de les récupérer, ils sont partis. Donc c'est très important de partager la bonne information. Moi je recommande à mes confrères, déjà dans leur entourage, que ce soit un entourage proche, un entourage numérique. Aujourd'hui, tout le monde a une page Facebook. Ils sont dans les groupes sociaux, les groupes WhatsApp, et voilà, Instagram, et Telegram et tout. Ils doivent consacrer au moins 5 à 10 minutes par jour à diffuser la bonne information auprès du public. Parce qu'ils ont l'autorité morale et intellectuelle pour pouvoir avoir la crédibilité nécessaire dont un message de sensibilisation a besoin. Nouvelle question de notre auditoire. Cap sur Lomé au Togo. On donne la parole à Marounion, conducteur de taxi-moto. Si je suis atteint du Covid-19, qu'est-ce que je fais? Voilà, question toute simple, docteur Bikaba. Votre réponse? Oui, merci. Bien sûr, si vous êtes atteint du Covid-19, normalement, vous êtes au niveau de votre pays, il y a des directives qui sont diffusées. Généralement, dans chaque pays, il y a un dispositif qui est mis en place et ce qui est conseillé, c'est qu'en cas de suspicion de la maladie, il faut éviter de se déplacer pour donc réduire les risques de transmission de la maladie à d'autres personnes.
il faut donc appeler, rentrer en contact avec le dispositif qui a été mis en place, soit en appelant donc une ligne verte, ou en tout cas en utilisant des moyens de protection tels que les masques, pour vous rendre dans une structure donc agréée par votre système de santé. Surtout, il ne faut pas faire de l'automédication et il faut respecter les règles d'hygiène et de prévention, notamment le lavage des mains, notamment le respect donc de l'hygiène de la toux, en toussant donc soit donc dans une pochette propre ou dans le creux donc du coude. Et bien sûr, il faut effectivement respecter les mesures de distanciation physique en vous tenant au moins à 1 mètre de votre entourage. Donc voilà un peu ce que je peux donner en termes de conseils. Et dans tous les pays, ce dispositif donc peut varier selon donc les pays, mais la règle générale qu'il faut retenir, il faut éviter donc de se déplacer, parce que plus vous allez vous déplacer, et plus, étant donné que c'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire, et plus vous allez augmenter les chances de transmettre donc la maladie à d'autres personnes. Alors, question rapide, oui ou non, parce que le docteur Konaté l'a mentionné, numéro vert. Au Burkina, est-ce qu'on a un tel numéro vert? Oui, au Burkina, nous avons un numéro vert, c'est le 3535. Parfait. Et chez vous, au Cameroun? Oui, on a un numéro vert, c'est le 1510. Oui. En Côte d'Ivoire? Oui, nous on a 4 numéros verts, 4 lignes différentes, le 143, le 125, le 119 et le 101. Voilà, parfait. Alors, direction maintenant le Niger pour écouter Chamsiya Mahaman Sani. Elle est étudiante en sciences de la santé. Nous l'écoutons. Depuis l'apparition de l'infection en Chine en 2019, l'Afrique n'a commencé à enregistrer ses premiers cas qu'en février 2020. Et depuis lors, en l'espace de pratiquement 2 mois, les chiffres sont explosifs. Alors, on est en droit de se demander si les pays africains n'ont pas réellement sous-estimé l'apparition de l'infection ici en Afrique. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait le fait que les tests du Covid-19 n'ont pas été prépositionnés à l'avance? Docteur Tanon, votre réponse, s'il vous plaît, à Chamsiya. Oui, je pense que c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en Afrique, on a regardé la chose venir de loin, en s'appuyant la plupart du temps sur des préjugés comme quoi ça ne pouvait pas venir en Afrique, et que la chaleur aurait fait que la maladie, ou que ça ne touchait pas le sujet de type de race noire et tout. Donc c'est des faux préjugés qui ont fait que c'est lorsqu'on s'est rendu compte que l'épidémie a commencé à sévir en Chine, tous les Occidentaux qui étaient en Chine sont rentrés chez eux, et en Europe et en Amérique. Et quand l'épidémie il y a eu le second foyer en Occident, donc en Europe, aux États-Unis, tous les Africains qui étaient en Europe et aux États-Unis sont rentrés en Afrique. Et c'est comme ça que maintenant, ça commence à avoir donc des transmissions autochtones. Et donc, on a regardé la chose venir sans pouvoir anticiper. Et ça a été ça l'erreur, justement, de la plupart des pays africains. Et maintenant, il faut faire face. Alors, faire face, ça rejoint tout ce qui a été dit précédemment. Maintenant qu'on est de plein pied dedans, il faut pouvoir donc mener la riposte. Et cette riposte se veut bien organisée et en insistant bien sûr sur les mesures barrières pour ceux qui n'ont pas encore été atteints et pour ceux qui sont atteints, qu'ils aillent donc se faire prendre en charge dans les structures habilitées pour limiter la propagation de l'infection et puis limiter aussi le risque donc d'évolution vers la mortalité qui, quoi qu'on dise, se situe entre 1 et 5%. Pour terminer, un petit tour de table rapide, si vous me le permettez, vraiment très bref. Quels enseignements qu'il va falloir tirer de la pandémie de Covid-19 pour mieux répondre à des crises de santé publique dans le futur, d'autant que des pays craignent d'ores et déjà une deuxième vague épidémique. Docteur Konaté, je commence par vous en 2 mots vraiment très rapides.
D'accord, merci. Ce que je retiens, c'est préparation, prendre ce défi comme une opportunité et de restructurer complètement notre système de santé publique, notre système de capacité de faire face aux urgences et de préparer aussi nos citoyens à n'importe quelle éventualité pour que ça soit inculqué dans les habitudes, c'est-à-dire hygiène, prévention, avant qu'il ne soit trop tard. N'attendons pas le prochain désastre. Docteur Etoua, en 2 mots. Tout simplement, il faut que les systèmes de santé africains soient renforcés, notamment dans les infrastructures hospitalières et les équipements. Il faut également que les ressources humaines en santé soient suffisantes et bien formées. Il faut que le financement de la santé, aujourd'hui que les États africains mettent un peu plus de financement, tous les financements étatiques ou alternatifs sur la santé. Il faut que les systèmes d'information sanitaire soient robustes. Il faut également que la gouvernance et le pilotage stratégique de ces systèmes de santé soient également efficients. Docteur Bikaba, très rapidement, s'il vous plaît. Tout à fait. Je pense que la pandémie du coronavirus est venue montrer, donc c'est un test pour les pays, pour le monde en général, et ça vient rappeler l'importance donc des systèmes de santé qu'ils soient résilients et qu'ils puissent faire face donc à des menaces de santé publique de cette envergure. Parce qu'au cours donc de cette pandémie, on a vu tous les systèmes paralysés, les économies carrément bloquées. Donc, il faut que nous investissions dans la sécurité sanitaire. Il faut que nous préparions nos pays à faire face donc à des événements de cette envergure, et cela passe effectivement par des investissements dans la santé. Habituellement, on dit qu'investir dans la santé ne rapporte pas, mais cette pandémie est venue mettre en exergue que la santé a besoin d'investissements, et je pense que l'après-crise viendra renforcer donc ce que nous disions déjà depuis un certain temps. Et docteur Tanon, le mot de la fin vous revient très rapidement. Oui, alors je suis vraiment honoré d'avoir pu participer à ce forum. Je dirais, comme tous mes prédécesseurs, que c'est vraiment l'épidémie qui a montré la faiblesse de la plupart des systèmes sanitaires, et même des plus nantis jusqu'aux plus pauvres. Et donc la leçon principale pour moi à tirer, c'est qu'il faut investir dans la santé, comme quelqu'un l'a dit tantôt, mais surtout rappeler les règles d'hygiène. Ça paraît basique, mais c'est vraiment l'élémentaire sur lequel, et qui est vraiment moins coûteux, sur lequel on peut prévenir la plupart des maladies transmissibles. Et cette fois-ci, comme c'est une transmission aérienne, donc le respect des mesures barrières qui doivent normalement continuer, il faut promouvoir toutes ces mesures-là, même après l'épidémie, dans le respect donc de la sociabilité. Voilà. Très bien. C'est ici que nous allons clore le Monde aujourd'hui, spécial Covid-19. Merci à nos invités, les médecins Sona Konaté, le docteur Roger Etoua, Brice Bikaba et Aristophane Tanon. Et merci à vous pour toutes vos questions. Impossible de répondre à toutes, faute de temps, bien évidemment. Mais VOA Afrique va continuer à vous informer sur cette pandémie à la radio, à la télé et en ligne. Le coronavirus nous concerne tous. Merci de respecter toutes les consignes et de prendre les mesures de précaution nécessaires pour endiguer sa propagation. Ensemble, nous pouvons le combattre. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi, toute cette équipe qui s'est démenée pour vous proposer cette émission. On est là pour vous souhaiter une très bonne santé. À très bientôt. Au revoir. Too many haters.